Bonjour, chers étudiants. Donc, j'espère que nous de bon courage. Il est vrai que la situation pays a affecté nous de toutes parts, mais nous avons besoin et un peu de courage pour nous capables de continuer à faire face à nos obligations, continuer à vivre. Donc, la vie est un combat. Donc, je vous souhaite un très bon combat. Il ne faut pas baisser les bras. Donc, c'est dans le contexte ça que nous continuons à dispenser pour eux par d'autres stratégies. Donc, moi, à enregistrer vidéo ça pour nous. Et puis, le nous fait garder sur YouTube. Donc, si nous avons des questions, des commentaires, donc, nous allons ajouter eux dans la rubrique commentaires qui est en bas vidéo. Donc, nous allons aborder un nouveau chapitre. On a terminé avec la membrane plasmique. Nous poursuivons avec ce nouveau chapitre, côté que nous allons parler de cytosquelette. OK, on va parler de cytosquelette, qui c'est un élément très important au niveau des cellules. Maintenant, voici le plan que nous allons développer. On va voir la définition du cytosquelette et ses différentes fonctions, composition, localisation. Et on va voir les différents éléments qui composent le cytosquelette. Donc, on va parler de microfilaments d'actine, des microtubules. On va parler également des filaments intermédiaires. Donc, on va voir leur structure et leur organisation. Alors, en termes de définition, les cytocellule, squelette, donc littéralement, c'est squelette cellulaire. Et comparaison que nous sommes capables de faire, c'est avec l'organisme. Donc, l'organisme a un système squelettique. Donc, maintenant, si on enlève d'un être vivant tous ses os, donc cet être vivant ne pourra plus se tenir debout. OK? Donc, et littéralement squelette cellulaire, donc cela veut dire que et le cytosquelette, c'est cette structure qui donne à la cellule sa forme. Donc maintenant, si on enlève tous les éléments du cytosquelette, donc la cellule va perdre sa forme automatiquement. Et comme vous le savez, donc chaque cellule par rapport à sa fonction a une forme bien spécifique et cette forme est assurée par le cytosquelette et aussi les organites sont maintenus dans la cellule grâce au cytosquelette, grâce aux différents éléments du cytosquelette. Alors, qu'est-ce qu'on dit encore? C'est architecture mécanique interne des cellules formées par un réseau 3D tridimensionnel de protéines. Vous voyez, c'est architecture mécanique interne. Donc, c'est le cytosquelette soutient la cellule, donne à la cellule sa forme et permet aux organites de rester suspendus donc à l'intérieur de la cellule. Et puis, le cytosquelette regroupe un ensemble de polymères fibreux, c'est-à-dire des polymères qui sont allongés et de protéines associées. Donc, on va, dans la suite du cours, donc, développer les différents types d'éléments qui entrent dans la composition et la structure du cytosquelette. Donc, le cytosquelette est la charpente de l'architecture de la cellule et contrôle ses mouvements, OK, et les mouvements de ses structures internes. Voilà en termes de définition pour le cytosquelette. Maintenant, quelles sont les différentes fonctions
et du cytosquelette. Donc, c'est soutenir la membrane plasmique. La membrane plasmique, c'est la membrane plasmique, on pourrait comparer la membrane plasmique à une dalle ou encore au toit d'une maison. OK? Maintenant, le cytosquelette, c'est les poutres, les poteaux qui soutiennent la dalle, qui soutiennent et le toit de la maison. Donc, soutenir la membrane plasmique et assurer la forme cellulaire, aider à positionner correctement les organites. Donc, le cytoplasme est traversé par un réseau de filaments qui font partie du cytosquelette. Et ce réseau de filaments non seulement sert à positionner les organites, à maintenir les organites en place, mais aussi sert de route pour le transport vésiculaire, c'est-à-dire que les vésicules qui rentrent dans la cellule endocytose, les vésicules qui sortent de la cellule exocytose. Donc, ces vésicules donc, utilisent le réseau routier et du cytosquelette pour véhiculer donc, des substances. Permettre à la cellule de se déplacer, adhérence cellulaire, division cellulaire, et le cytosquelette participe à tout ça, et adhérence cellulaire, mouvement cellulaire, résistance mécanique, organise la cellule et maintient les organites en place. Donc, voici les différentes fonctions. Il y a d'autres fonctions, on n'a pas mis toutes les fonctions, mais on a mis les principales fonctions du cytosquelette. Donc, vous voyez, donc le cytosquelette, c'est une structure extrêmement importante de la cellule. Donc, la cellule a une forme, la cellule a une membrane plasmique, mais tout ça est maintenu en place, est assuré par le cytosquelette. Donc, maintenant, nous allons parler de la composition du cytosquelette. Donc, le cytosquelette est constitué de trois classes de filaments non spécifiques et ubiquitaires, c'est-à-dire qu'on retrouve ces filaments dans toutes les cellules. OK? On les retrouve dans toutes les cellules. Et puisqu'on parle de filaments, donc, c'est-à-dire c'est des structures allongées. OK? C'est des structures allongées, et bien entendu avec un certain diamètre. Donc, il y a trois classes de filaments qui font partie, quand on parle de cytosquelette, donc il faut penser à ces trois classes de filaments. Donc, vous avez d'abord les microfilaments d'actine, sigle MFA. Donc, les microfilaments d'actine à un diamètre de 1 nanomètre. Vous avez en deuxième position les microfilaments intermédiaires FI, diamètre de 10 nanomètres. Et vous avez les microtubules MT qui a un diamètre et plus grand, qui est de 25 nanomètres, c'est-à-dire 25 par 10 puissance moins 9 mètres. OK, on vous donne une idée rapidement de la localisation de ces types de filaments. Donc, vous voyez, dans les microvillosités des cellules intestinales, donc vous avez les microfilaments d'actine et dans ces cellules, vous voyez à l'intérieur de la cellule, vous avez un réseau de filaments intermédiaires qui parcourt tout le cytoplasme, c'est-à-dire qui participe non seulement à maintenir les organites en place, mais aussi qui sert de réseau routier aux vésicules. Et puis, vous avez les microtubules qui interviennent dans la division cellulaire, OK, qui interviennent et dans la division cellulaire. Et voilà, donc on vous montre la localisation de ces microfilaments ou encore de ces filaments. Et donc, dans la suite du cours, donc on va développer
et on va parler en large de chaque type de filament. OK, maintenant, ici, deux types de monomères protéiques sont à la base des polymères fibreux du cytosquelette. Donc, quand on parle de polymères fibreux, on parle de les filaments. OK? Donc, on parle de trois classes de filaments. OK? On vous dit que le cytosquelette est constitué de trois classes de filaments. Maintenant, et l'expression polymère fibreux donc, fait référence aux filaments. Donc, vous avez les monomères globulaires pour les microfilaments et les microtubules. Alors, monomères globulaires, donc il s'agit de protéines. OK? Il faut retenir ça. Il s'agit de protéines. C'est des protéines qui ont une forme arrondie. C'est des protéines arrondies. OK? C'est comme une boule, c'est comme une sphère. C'est des protéines arrondies. Donc, les monomères, OK, vont s'associer ensemble pour former les filaments ou encore les polymères fibreux. Les monomères globulaires vont s'associer ensemble pour former les polymères fibreux. Donc, il y a un exemple, nous sommes capables de prendre si on collier avec des perles, des boules, et puis une est collée avec l'autre et de façon longitudinale. OK, une collée avec l'autre. Donc, ça qui vient ba ou yon chaîne, OK, ça qui vient ba ou yon chaîne. Donc, à ce moment, on va gagner un polymère et fibreux ou encore un filament qui est constitué de monomères globulaires. Donc, dans les microfilaments d'actine, dans les microtubules, donc vous avez des monomères globulaires, c'est-à-dire des protéines arrondies. Alors que les monomères fibreux, donc les monomères fibreux, donc on les retrouve dans les filaments intermédiaires, ce sont des protéines allongées. OK? Ce sont des protéines allongées. Donc, vous allez avoir plusieurs protéines allongées, monomères fibreux, donc qui vont s'associer ensemble pour donner naissance à un filament intermédiaire. De même que vous allez avoir plusieurs monomères globulaires qui vont s'associer ensemble pour donner naissance soit à un microfilament d'actine, soit à un microtubule. Donc les deux sont des filaments, OK, sont des filaments ou encore des polymères fibreux du cytosquelette. Les éléments du cytosquelette existent sous trois formes en équilibre dans la cellule. OK, les éléments du cytosquelette existent sous trois formes en équilibre. Donc, vous avez les monomères libres, néosynthétisés ou issus de la dépolymérisation. OK, donc vous avez les monomères libres. Donc, les monomères libres, ce sont les protéines globulaires qui ne sont pas, qui ne sont pas encore incorporées dans le filament. OK, c'est comme un grain de marbre. Est-ce que vous voyez, c'est comme un grain de marbre, c'est comme une boule qui peut contenir. Donc, c'est libre. Et soit ce monomère vient d'être synthétisé, néosynthétisé, ou du moins ce monomère est issu de la dépolymérisation d'un filament. Donc, dans le filament, vous avez plusieurs monomères qui sont associés. Maintenant, si on enlève un monomère, donc on fait ce qu'on appelle la dépolymérisation. Et pourquoi on parle de dépolymérisation? C'est parce que ces protéines, pour la plupart, ces filaments, pour la plupart, sont des filaments dynamiques, c'est-à-dire il y a une polymérisation. La polymérisation donc, donne naissance et la polymérisation, c'est le fait d'ajouter des monomères à un filament et la dépolymérisation, c'est le fait d'enlever des monomères à un filament. Donc, les monomères peuvent être issus soit de la synthèse ou de la dépolymérisation. OK? Maintenant, et
Donc, les trois formes en équilibre des éléments du cytosquelette. Donc, on a parlé des monomères libres qui peuvent être issus soit d'une nouvelle synthèse ou encore de la dépolymérisation de filaments. Il y a également les polymères instables, car leur fréquence de polymérisation est élevée. Quand on parle de fréquence de polymérisation et de dépolymérisation, c'est-à-dire c'est des polymères qui et, sont des polymères qui sont synthétisés rapidement et qui sont dépolymérisés rapidement. Donc, la polymérisation et la dépolymérisation donc, se fait rapidement. Donc, c'est pourquoi on parle d'instable, c'est-à-dire que ces polymères n'ont pas une durée de vie qui est longue, OK? Ces polymères ont une durée de vie qui est très courte. OK, donc la polymérisation se fait rapidement pour un besoin quelconque. Une fois que et, le besoin est satisfait, donc il y a des polymérisations. Alors qu'il y a des polymères qui sont stables, ok, qui sont stables, et ces polymères sont stabilisés par des interactions avec des protéines associées. Donc, suivant le besoin de la cellule, ok, donc les polymères peuvent être stables, les polymères peuvent être instables, ok. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces polymères sont synthétisés grâce aux monomères, soit les monomères nouvellement formés ou du moins les monomères qui proviennent de la dépolymérisation d'un filament. Les éléments du cytosquelette se localisent dans les trois compartiments cellulaires suivants. Donc, on les retrouve dans le cytosol, dans le nucléoplaste, ok? Et dans le nucléoplaste, on trouve et en particulier les lamines, ok, les lamines qui sont riches en filaments d'actine, ok, les lamines qui sont riches en filaments d'actine. Donc, les lamines, c'est en fait cette couche protéique qu'on retrouve sur la face interne de l'enveloppe nucléaire, ok, supporte l'enveloppe nucléaire, qui supporte l'enveloppe nucléaire. Et vous avez aussi les éléments du cytosquelette à la périphérie de la cellule, sous la membrane plasmique, ok, sous la membrane plasmique où ils forment ce qu'on appelle le cortex cellulaire. Donc, on retrouve ces éléments, les éléments du cytosquelette, dans le cytosol, dans le nucléoplaste. Donc, le nucléoplaste, ici, on est dans le noyau, ok, et à la périphérie de la cellule, sous la membrane plasmique, où il forme le cortex cellulaire. Donc, comme on l'avait dit, par rapport à la fonction, soutenir la membrane plasmique, donc le cortex cellulaire, donc participe au support, au soutien de la membrane plasmique, tout comme les lamines qui sont constituées de fibres intermédiaires participent à maintenir la membrane plasmique en place. OK, donc maintenant parlons des microfilaments d'actine, sigle MFA. Fait que les microfilaments d'actine, diamètre 8 nanomètres, dans certains documents, vous allez voir c'est 7 nanomètres. OK, donc les microfilaments d'actine ou actine F, F c'est pour filament, OK, F c'est pour fibrillaire ou bien filament, résulte de la polymérisation de l'actine G. Donc, actine G, G c'est pour globulaire. OK? Actine, c'est une protéine. Actine, c'est une protéine d'environ 375 acides aminés. OK? C'est une protéine d'environ 375 acides aminés. N'oubliez pas que les protéines sont des polymères d'acides aminés. Donc, actine, c'est une protéine d'environ 375 acides aminés. Pourquoi G? G vient de globulaire, donc c'est des protéines arrondies. Donc, comme vous voyez dans l'image ici, donc c'est rond
représente les monomères d'actine G. OK? Et ce filament qu'on a, c'est un microfilament d'actine. OK? Ici, on a un microfilament d'actine, comme vous pouvez voir. Donc, le microfilament d'actine a une longueur de 37 nanomètres, un diamètre de 1 nanomètre, avec une extrémité plus et une extrémité moins. Donc là, le fait qu'on a deux extrémités différentes, donc on peut dire que cette molécule a une polarité. Quand vous avez un polymère avec deux extrémités différentes. Donc, on dit que la molécule a une polarité. Par exemple, ADN a deux extrémités différentes. Vous avez une extrémité 3' P et une extrémité 3' OH. Donc, il y a une polarité. Pour les protéines aussi, on peut dire qu'une protéine a une polarité parce que vous avez une extrémité et avec un groupement amino, extrémité N-terminale, et vous avez une extrémité avec un groupement COOH, acide carboxylique. Ouais, donc ici, vous avez une extrémité plus et une extrémité moins. Donc, cette molécule ce polymère, ce microfilament d'actine a une polarité. Cela veut dire que vous avez deux pôles, deux extrémités différentes. Mais différentes ici, c'est pas en termes de structure, mais c'est en termes de vitesse de polymérisation. Donc, vous allez voir que l'extrémité plus est polymérisé beaucoup plus vite par rapport à l'extrémité molle. Donc, la polymérisation, c'est-à-dire l'ajout d'actine G pour allonger et le filament peut se faire aux deux extrémités, sauf que donc la vitesse de polymérisation n'est pas la même suivant l'extrémité. Donc, elle est plus grande à l'extrémité positive et lente à l'extrémité et négative. Donc, ce filament s'appelle actine F, c'est-à-dire l'ensemble des monomères d'actine G qui s'associent en deux filaments et deux brins et qui tournent l'une autour de l'autre. Donc, ici, on a une structure hélicoïdale, OK? Donc, les deux filaments constituent les deux brins, OK? Les deux brins d'actine G qui enroulent l'une autour de l'autre. Eh bien, ce sont ces deux brins et qui s'enroulent l'un autour de l'autre qui constituent ce qu'on appelle le microfilament d'actine ou encore actine F. Voilà, donc les microfilaments d'actine diamètre 1 nanomètre ou actine F résultent de la polymérisation d'actine G. Donc, la polymérisation d'actine G, vous voyez bien, donc vous avez des molécules d'actine G qui sont associées. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la liaison entre les ronds, entre les molécules, les monomères d'actine G, ce ne sont pas des liaisons covalentes, mais les molécules d'actine sont liées par des liaisons faibles comme liaison hydrogène, liaison ionique ou encore et les interactions hydrophobes. L'actine, c'est une protéine, ok, c'est une protéine globulaire, c'est une protéine et arrondi. Ok, globulaire, c'est arrondi. Et protéine fibreuse, donc c'est une protéine allongée. Donc l'actine est l'une des protéines cellulaires les plus abondantes. 1 à 5% de l'ensemble des protéines dans les cellules non musculaires et 20% dans les protéines musculaires. Alors, il existe trois classes d'actine. OK, trois classes d'actine sont présentes dans le cytosol et le nucléoplaste. Trois classes. Donc, vous avez l'actine F alpha, excusez-moi. Alors, actine G, c'est pour la forme de la protéine. OK? Donc, n'oubliez pas, n'oubliez pas, il faut savoir que les protéines peuvent être classées suivant plusieurs critères selon la forme de la protéine. Donc, si la protéine a une forme arrondie, donc on parle de protéine globulaire. Si la protéine a une forme allongée, on parle de protéine fibreuse. Ok, on parle de protéine fibreuse. Donc, par exemple, collagène, c'est une protéine fibreuse, alors que actine,
c'est une protéine globulaire. OK, donc faites la différence entre et actine G, qui c'est un monomère, une protéine globulaire, un monomère, et actine F, qui c'est le filament. OK, c'est le microfilament d'actine, c'est-à-dire et cette structure avec tous cette structure résultant de la polymérisation des monomères d'actine G. Donc, on a actine alpha qui est majoritaire dans les cellules musculaires, et vous avez l'actine et bêta et actine gamma qui est majoritaire dans les cellules non musculaires. Donc, cette classification, c'est suivant la localisation des actines. Mais qu'il s'agisse d'actine alpha, qu'il s'agisse d'actine bêta ou actine gamma, donc ce sont des protéines globulaires, et ce sont des protéines globulaires, mais suivant la localisation, donc on parle d'actine alpha, actine bêta, actine gamma. Donc c'est la protéine la plus abondante dans un grand nombre de cellules animales. Maintenant, comment se forme, comment se forme le microfilament d'actine? L'incorporation d'une molécule d'actine dans un microfilament se fait avec l'hydrolyse d'un ATP en présence de Mg de plus. Alors, n'oubliez pas que ces protéines qu'on appelle actine G, ce sont des protéines dynamiques, c'est-à-dire des protéines qui ont la capacité de s'assembler et de se désassembler. C'est des protéines dynamiques, des protéines et pour la plupart qui sont solubles, mais aussi qui possèdent un site de fixation pour ATP, adénosine triphosphate. N'oubliez pas que ATP, c'est la molécule de réserve énergétique dans l'organisme. Donc, quand un processus nécessite de l'énergie, donc le plus souvent, c'est l'ATP qui est recruté pour fournir l'énergie nécessaire au processus. Donc, ici, on vous dit que pour en fait l'incorporation, l'intégration et d'une actine G dans un microfilament nécessite de l'énergie et cette énergie se fait par l'hydrolyse de l'ATP et en présence de magnésium, l'ion magnésium est là pour stabiliser l'ATP. Le rôle de l'ion magnésium ici, c'est pour stabiliser l'ATP. Donc, les monomères d'actine s'agencent selon une hélice droite, ok, avec des liaisons non covalentes. C'est très important. Et vous voyez les ronds, si vous voulez, les boules, donc ils associent, ils collent l'une avec l'autre. Mais liaisons qui permettent deux boules collées ensemble, c'est pas des liaisons covalentes, ce sont des liaisons non covalentes, c'est-à-dire des liaisons faibles, comme la liaison hydrogène, les forces de Van der Waals ou encore liaison ionique. Maintenant, un tour d'hélice est formé de 13 monomères d'actine. Alors là, si vous voyez bien, il y a deux brins. Donc, il y a deux brins d'actine. C'est ce qu'on explique dans le troisième paragraphe. Là, deux brins F-actine parallèles doivent pivoter de 166 degrés pour être correctement placés et l'un sur l'autre, cela crée la structure en double hélice des microfilaments trouvés dans le cytosquelette. Donc, parlons de la polymérisation de l'actine. Donc, la polymérisation d'actine en microfilament d'actine G en microfilament d'actine nécessite la présence de Mg de plus. Donc, le rôle de Mg de plus, je rappelle, c'est pour stabiliser l'ATP. Et le rôle de l'ATP, c'est de fournir l'énergie nécessaire au processus de polymérisation. Elle nécessite l'association entre les monomères d'actine G et l'ATP. Et j'avais dit précédemment que actine G possède un site de fixation d'ATP. Maintenant, la dépolymérisation nécessite l'hydrolyse préalable de l'ATP fixé à l'actine G. Donc,
La molécule d'actine G qui va être ajoutée sur le filament existant, mais cette molécule d'actine G, mais est liée à ATP. Donc, c'est comme si ATP, c'est le ciment qui va permettre cette association. Maintenant, dès que l'ATP est hydrolysé, ok, dès que ATP est hydrolysé, l'ATP qui est fixé à l'actine est hydrolysé, mais ça va favoriser la dépolymérisation, la dissociation des molécules d'actine G. Donc, l'ATP est nécessaire à la polymérisation, mais l'hydrolyse de l'ATP, l'hydrolyse de l'ATP favorise la dépolymérisation. Les microfilaments d'actine sont polarisés car ils possèdent deux extrémités différentes selon leur vitesse de polymérisation. On en avait parlé. L'extrémité plus pour la polymérisation rapide, l'extrémité moins pour la polymérisation est lente. Donc, la polymérisation peut se faire aux deux extrémités, sauf que elle se fait beaucoup plus rapidement à une extrémité par rapport à l'autre. Donc, les pôles plus et moins, les extrémités plus et moins des filaments peuvent être protégés par les protéines de coiffage, capping. Et quel est le rôle de ces protéines? Ces protéines empêchent l'actine G, le monomère des microfilaments, dans son état lié à l'ADP, de quitter le polymère, mais empêchent aussi sa polymérisation dans l'état lié à l'ATP. Quand l'ATP est hydrolysé, que donne cette réaction? Eh bien, on obtient ADP plus PI. PI, c'est le groupement phosphate qui est enlevé. N'oubliez pas que l'ATP, c'est adénosine triphosphate. Donc, dans l'ATP, vous avez trois groupements phosphates. Et quand on parle d'hydrolyse de l'ATP, eh bien, c'est la rupture des liaisons entre les groupements phosphates. Donc, si vous avez trois groupements phosphates qui liés l'un avec l'autre, donc on va gagner combien de liaisons? On va gagner trois liaisons. On va gagner trois liaisons entre deux liaisons entre les trois phosphates et on va gagner une liaison entre un phosphate et l'autre partie de la molécule. Donc, la molécule, c'est pas seulement phosphate. Donc, laissez-moi schématiser pour vous. Et moi, laisser schématiser pour nous. Et, oui, c'est bon. Moi, c'est mon café là. Et trois phosphates, donc c'est adénosine, trois phosphates, donc adénosine triphosphate. N'oubliez pas que adénosine, c'est un nucléotide. Donc, un nucléotide, il est formé de quoi? Il est formé de un sucre. Ok, il est formé de un sucre. Voilà. Donc, on va mettre le sucre là pour nous. Voilà, ça c'est, le ribose, il est formé de une base qu'on appelle, mais liaison entre base là. En base, bon, mettez B pour base là. Bon, ok, mettez B, c'est en base avec deux cycles. Parce que adénine, c'est base purique. Donc, il y a deux cycles là-dedans. Et puis, de ce côté, vous avez les trois groupements phosphates. Voilà. Vous avez P, ok, P, donc liaison, P, ensuite liaison, P. Voilà. Vous voyez, entre les trois groupements phosphates, vous avez quoi? Vous avez deux liaisons. On appelle ces liaisons phosphodiester. Et entre le phosphate et cet atome de carbone, et le carbone 5, ok, il y a le carbone 5 du ribose, donc vous avez un autre groupement phosphate. Donc maintenant, quand on parle de hydrolyse,
Voilà l'hydrolyse. L'hydrolyse, c'est la rupture d'une liaison. Voilà. OK? Voilà, je fais l'hydrolyse. Donc, quand on brise une liaison entre les phosphates, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on obtient un groupement phosphate qui est libre. Donc, ce groupement phosphate qui est libre, on l'appelle PI, phosphate inorganique. OK? Il est libéré. Et puis, qu'est-ce qu'on reste? On reste adénosine diphosphate. OK? On reste adénosine diphosphate. Maintenant, dès qu'il y a hydrolyse de l'ATP qui est lié à l'actine G, eh ben, il s'en suivra la dépolymérisation. OK, la dépolymérisation. OK, dès que l'ATP est hydrolysé en adénosine diphosphate EPI, eh bien, c'est que, donc, cette actine va être séparée du reste du filament. Maintenant, il y a des protéines qui sont associées aux extrémités qui empêchent la dépolymérisation, même si l'actine est liée à ADP. L'ADP, normalement, devrait favoriser la dépolymérisation, mais cette dépolymérisation est bloquée par une protéine qui est fixée à l'extrémité, qui est fixée là où l'actine devrait être enlevée. De même, lorsque l'actine est liée à ATP, donc ça favorise la polymérisation. Maintenant, s'il y a une protéine qui est fixée à l'extrémité, et soit l'extrémité positive ou l'extrémité négative, à ce moment, même si l'actine est liée à l'ATP, qui est normalement favorable à la polymérisation, mais la présence de la protéine à cette extrémité va bloquer la polymérisation. Donc, l'ADP, c'est dépolymérisation. Donc, ATP, c'est polymérisation. OK? Mais s'il y a des protéines qui sont associées aux extrémités, mais même s'il y a ATP, même s'il y a ADP, il n'y aura pas de polymérisation et il n'y aura pas de polymérisation parce que la protéine bloque le processus. Donc, on dit que ces protéines empêchent l'actine G dans son état lié à l'ADP de quitter le polymère, mais empêche aussi sa polymérisation dans son état lié à la TP. Bon, j'espère que vous comprenez, mais dans le cas contraire, donc vous pouvez poser des questions ou encore effectuer des recherches pour mieux comprendre ce processus. Donc, la polymérisation donc, se fait selon un mécanisme appelé tapis roulant. OK, donc on regarde qui ça qui dit. Donc là, et de ce côté, voyez, actine est liée à l'ATP. Donc ça, c'est la polymérisation. OK, la polymérisation, donc ça veut dire que vous avez actine G qui va assembler des molécules d'actine G pour l'assembler une avec l'autre pour former la polymérisation. Et donc, c'est comme ATP est lié, ouais, ATP. Donc, ATP est lié à actine G, donc ça favorise la polymérisation. Et ici, quand actine est lié à ADP, c'est-à-dire que l'ATP est hydrolysé, donc ça favorise quoi? Ça favorise la dépolymérisation. La dépolymérisation, et voici la réaction dont je vous ai parlé. L'hydrolyse de l'ATP en ADP et PI, PI c'est phosphate inorganique. Donc, c'est cette réaction d'hydrolyse de l'ATP qui favorise la dépolymérisation. La dépolymérisation, c'est quoi? C'est le fait d'enlever pour une globule, pour une actine, de se détacher, de se libérer du filament d'actine. Alors, il y a des molécules, des drogues, des substances, des poisons qui peuvent perturber la polymérisation et la dépolymérisation des microactines. Et la plupart, ces molécules peuvent être soit des médicaments par exemple des anticancéreux, ou encore des poisons tout simplement. Donc, des drogues, substances exogènes perturbent la polymérisation et la dépolymérisation des microfilaments d'actine.
Donc, nous avons d'abord les phalloïdines. Nous avons les phalloïdines, toxines produites par les champignons amanites phalloïdes qui bloquent la dépolymérisation des microfilaments d'actine en se fixant sur leur côté. OK? Vous avez les cytochalazines provenant de moisissures qui bloquent la polymérisation des microfilaments en se fixant à leur extrémité positive. Donc, le réseau d'actine dans une cellule peut être visualisé grâce à la phalloïdine couplée à la fluorophore. Régulation donc ici c'est la perturbation, donc régulation de la polymérisation. OK, donc et de nombreuses protéines interagissent avec l'actine, et elles peuvent être classifiées en plusieurs catégories. Celles qui permettent la nucléation de nouveaux microfilaments. Alors la nucléation, c'est le point de départ, la base, ok, le point de départ de la formation d'un microfilament. Ok? Maintenant, ce point de départ, donc je pourrais dire encore, c'est la première étape dans la formation d'un microfilament. Et dans cette première étape, vous avez un trimère, c'est-à-dire c'est trois. Et cette première étape la nucléation consiste en la formation d'un trimère d'actine G. Donc, vous avez trois actines G qui s'associent et c'est à partir de ces trois actines G donc que le filament va être allongé. Donc, je pourrais dire ces trois actines G qu'on appelle trimères, c'est une amorce. Donc, c'est une amorce, c'est une base à partir de laquelle donc, le filament va être allongé. Et les protéines qui favorisent la nucléation, c'est-à-dire la formation de ce trimère pour que la formation de ce trimère. Donc, vous avez, alors, le noyau trimaire, bien entendu, le noyau trimaire, vous avez ARP 2 tiers, 2 3, c'est pas 2 tiers, ARP 2 3, c'est-à-dire il y a ARP 2, il y a ARP et 3. Donc, c'est actine, release ou bien related protein. A, c'est actine. R, c'est related ou bien release. Et puis, P, c'est protéines, donc gagnez ARP2, ARP3, et vous avez les formules donc, qui interviennent dans la nucléation de microfilaments. Donc, n'oubliez pas que la nucléation, c'est la formation de noyaux trimères, trois mères, OK? Donc, c'est un polymère formé de trois éléments, donc c'est trois noyaux, trois actines G, qui forment ce noyau primaire à partir duquel donc d'autres filaments vont être ajoutés et de façon à allonger le filament. C'est pas d'autres filaments, d'autres actines G donc, vont être ajoutés de façon à allonger le microfilament. Donc, vous avez des protéines qui régulent la polymérisation et la dépolymérisation de microfilaments préexistants, par exemple, prophyline, ADF, cophyline. Vous avez celles qui permettent un assemblage de plusieurs microfilaments, c'est-à-dire des réseaux. OK, si on parle d'assemblage, donc là, on fait référence au réseau. OK, on fait référence au réseau. OK, donc là, vous avez des protéines comme fibrine, véline, alpha-actinine, espine, etc. Donc, assemblage en faisceau au réseau et vous avez des protéines qui utilisent les microfilaments pour des mouvements ou le transport. Donc, ce sont les protéines motrices comme myosine, les dynéines et kinésines, ce sont des protéines motrices. Donc, je vous ai parlé, on a vu que euh, les éléments du cytosquelette peuvent constituer un réseau routier
permettant la circulation des vésicules, effectivement. Donc, vous allez avoir des protéines motrices qui participent dans ce réseau routier de façon à faciliter donc le transport des vésicules. OK, donc nous poursuivons. Alors, nous poursuivons avec de la régulation de des microfilaments d'actine. OK, donc on vous dit ici la polymérisation de l'actine est contrôlée par de nombreuses protéines. Vous avez la tymosine et prophyline, tymosine et prophyline, donc c'est des protéines qui participent et en fait, c'est des protéines de liaison à l'actine. OK? Ce qu'il faut savoir, c'est que ces protéines sont des protéines de liaison à l'actine. Ces protéines, et ce sont des protéines de liaison à l'actine. Donc, ces protéines peuvent être liées à l'actine pour contrôler la polymérisation de l'actine. Il y a, dépendamment de l'état physiologique de la cellule, que donc la cellule peut avoir besoin de l'actine polymérisée, de l'actine sous forme de réseau, de l'actine sous forme de faisceau. OK? Donc, et à un certain moment, il faut qu'il y ait dépolymérisation. Imaginez à un moment donné, la cellule a besoin de construire un réseau de filaments, un faisceau de filaments d'actine. OK? Donc maintenant, il se peut que il y a dépolymérisation de certaines molécules, OK? Pour pouvoir libérer les molécules d'actine G et permettre et rendre ces molécules disponibles pour la formation des réseaux. Donc, il y a un équilibre entre polymérisation et dépolymérisation. Ouais? Donc, il y a polymérisation. Donc, on avait dit que la molécule d'actine G, c'est une molécule dynamique. Et cette dynamique permet aux molécules de se polymériser et de se dépolymériser suivant les besoins physiologiques de la cellule. Donc, quelles sont ces molécules qui participent à la polymérisation de l'actine ou encore qui participent au contrôle de la polymérisation de l'actine? Vous avez la tymosine et prophyline. Donc, la prophyline se fixe à l'actine G. Donc, ces protéines, sont des protéines de fixation à l'actine G. La prophyline se fixe à l'actine G et maintient celle-ci sous forme liée à l'ATP, ce qui favorise la polymérisation. OK? Donc, quand l'actine G est liée à l'ATP, donc, si la prophyline vient s'associer au complexe actine G-ATP, mais ce complexe va persister. OK? Ce complexe actine G-ATP va persister, perdurer, et ce qui va favoriser la polymérisation. Okay? La tymosine, quant à elle, inhibe la nucléation spontanée et donc la polymérisation. C'est-à-dire que la tymosine, lui-même qui ça le fait, lui empêcher la nucléation, c'est-à-dire la formation du noyau primaire à partir duquel un filament peut avoir et peut-être formé. OK, peut-être formé. Voilà. Donc, noyau primaire, ce trio, ces trois actines G qui s'associent. Donc, un noyau primaire stable qui va servir de base pour la formation
du filament. Donc, la thymosine empêche cette nucléation. La thymosine empêche la formation du noyau primaire. Vous avez le complexe protéique ARP2-3, donc c'est actine related ou bien release protéine 2 et 3. Donc, ce complexe se fixe du côté moins de l'actine, ok, le côté moins de l'actine ou encore du filament d'actine. Okay? Quand on parle du côté moins ou du côté plus, donc il s'agit du filament d'actine. Okay? La molécule d'actine en soi, la molécule, le monomère actine G n'a pas une extrémité positive, une extrémité négative. C'est le filament. Okay? C'est le filament ou encore le microfilament d'actine ou encore l'actine F qui a une extrémité positive, une extrémité négative. Mais quand au monomère, les monomères n'ont pas d'extrémité positive, n'ont pas d'extrémité négative. Donc ici, si on vous dit le complexe se fixe au côté négatif de l'actine, on fait référence au filament, microfilament d'actine ou l'actine F. Et sa présence favorise quoi? Sa présence favorise la formation d'un site de nucléation pour la formation de longs polymères. C'est-à-dire, si vous avez un filament d'actine de 37 nanomètres, vous voulez allonger ce filament, mais c'est le complexe protéique ARP qui va se fixer sur le côté, à l'extrémité négative, et sa fixation mais va servir de base va favoriser la formation d'un site de nucléation, ok, pour pouvoir allonger le filament existant. Vous avez CAPZ et tropomoduline qui sont des protéines qui participent également au contrôle de la polymérisation. Donc, ces protéines jouent un rôle important dans la stabilisation des polymères d'actine alpha dans les muscles striés. Donc, n'oubliez pas qu'on avait parlé de trois types d'actine, actine alpha, actine bêta, actine et gamma, donc actine alpha, donc qu'on trouve principalement dans les muscles, ok? Donc maintenant, CAPZ et tropomoduline donc, jouent un rôle important dans la stabilisation des polymères d'actine dans les muscles striés. Et puis, CAPZ se fixe à l'extrémité positive, évitant ainsi la croissance rapide. OK? Et puis, la tropomoduline se fixe à l'extrémité négative, évitant ainsi la croissance lente. Donc, comme on l'a dit, ces protéines participent à la stabilisation des polymères d'actine dans les muscles striés. Donc, au niveau des muscles, donc, les cellules ont besoin de filaments stables. Est-ce que vous voyez? Donc, au niveau des muscles, les cellules ont besoin de filaments stables. N'oubliez pas que les éléments existent sous trois formes qui sont en équilibre. Donc, vous avez les monomères, vous avez des filaments instables et vous avez des filaments stables. Au niveau des muscles, donc des cellules musculaires, des myocytes, donc il doit y avoir des filaments, des microfilaments d'actine stables et cette stabilité est assurée par des protéines qui se fixent aux extrémités empêchant la polymérisation rapide et la, et, la polymérisation lente. Et enfin, nous avons la gelzoline qui, en présence de calcium, ion calcium, se fixe au polymère d'actine et crée une coupure engendrant la dislocation du filament d'actine. Donc, gelzoline reste fixée à l'extrémité positive, évitant ainsi la repolymérisation rapide. Voilà, donc toutes ces protéines participent à la régulation de la polymérisation des microfilaments d'actine. Des facteurs de nucléation sont nécessaires pour stimuler la polymérisation de l'actine. Un de ces facteurs de nucléation est le complexe ARP23
actine ou les titres ou les protéines qui imitent un dimère d'actine G afin de stimuler la nucléation ou la formation du premier trimère de la G-actine monomère ou encore de monomère actine G. Donc, on avait bien expliqué que la nucléation, c'est la formation du noyau trimer à partir de trois molécules d'actine G. Et vous avez les protéines ARP qui stimulent la formation de ce trimère ou encore qui stimulent la nucléation. OK, voilà ici, nous avons dans l'image ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un ancien microfilament d'actine. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous avez le complexe ARP23 qui se fixe sur le filament et sur l'ancien filament d'actine. Donc, sa présence ici indique la formation d'un noyau trimer à partir duquel vous allez avoir un nouveau filament, microfilament d'actine. Donc, avant l'allongement, avant la formation du filament, il faut qu'il y ait la nucléation. Donc, la nucléation, c'est la formation du trimère, du noyau trimère. Le noyau trimère, c'est-à-dire c'est un noyau qui est constitué de trois molécules d'actine G. Donc, à partir de ce noyau, donc d'autres molécules d'actine G vont être ajoutées jusqu'à la formation du filament. Maintenant, voyons l'organisation des microfilaments en faisceau ou en réseau. Donc, les microfilaments peuvent s'organiser en faisceau ou en réseau grâce au support de protéines. Je vais prendre un exemple avec vous, vous allez comprendre. Et on peut considérer, par exemple, on va faire quart, faire demi, faire trois huitièmes. On est capable de considérer faire comme un filament d'actine. Mais maintenant, si on peut faire un poteau, donc nous sommes capables de prendre 4 fers ou bien nous sommes capables de prendre et 3 plus combien? Et 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui. Capable de faire la partie de 4 fers ou capable de faire la partie de 8 fers au poteau. Donc maintenant, poteau, ça ouvre capable de rester ensemble. Donc là, nous parlons d'un réseau parallèle, ouais, un faisceau parallèle, ou un faisceau parallèle. Donc pour capable de rester ensemble, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Il faut utiliser fil à ligature. Et probablement, vous avez des idées en maçonnerie, donc on aurait côté à faire poteau. Donc chaque fer, c'est un filament d'actine. Maintenant, filament d'actine, est capable d'associer, soit en faisceau ou en réseau. Maintenant, dans le cas, dans l'exemple, on se prend ces faisceaux. Maintenant, pour que faisceau a existé, il faut qu'il y ait des protéines qui viennent clipser et filaments d'actine ensemble. Donc, on peut avoir différentes organisations. Par exemple, on a les faisceaux parallèles. Où est-ce qu'on trouve les faisceaux parallèles? On les trouve dans les microvillosités de certaines cellules épithéliales, microvillosité de certaines cellules épithéliales. OK, par exemple, qu'est-ce qui permet à ces filaments d'actine de s'organiser en faisceau parallèle? C'est des protéines comme fibrine ou plastine et viline. Donc, on les appelle des protéines de liaison à l'actine. Donc, fibrine, viline, mais permettent aux filaments d'actine de s'organiser en faisceau parallèle. On peut avoir des réseaux maillés comme dans les lamellipodes ou dans les réseaux sous-membranaires, filamine, ok? Donc, filamine participe à la formation de réseaux maillés, ok, des réseaux maillés. Et puis, vous avez les faisceaux contractiles. Donc, là, on est au niveau des muscles, comme dans les fibres musculaires ou dans les cellules en migration. Donc, vous avez une protéine qu'on appelle alpha-actinine, donc qui va permettre donc l'association des microfilaments d'actine dans ce faisceau. Donc, grâce à des protéines de liaison à l'actine, donc tout ça
tout ça, la formation des faisceaux ou encore des réseaux ou l'organisation des microfilaments en faisceaux ou en réseau, donc c'est possible grâce à des protéines dites protéines de liaison à l'actine. Vous avez fibrine, véline, actinine, filamine, spectrine, etc. La fibrine crée des arrangements très serrés de microfilaments qui ne permettent pas à la myosine 2. En fait, la myosine 2, il y a myosine 2, myosine 1. Donc, myosine 2, c'est une protéine motrice musculaire. Myosine, myosine 2, la différence entre myosine 2 et myosine 1, ça ne pas entrer dans trop de détails. C'est une protéine motrice musculaire, alors que myosine 1, c'est une protéine motrice non musculaire. OK? Donc, on va retrouver myosine 2 au niveau des muscles striés, au niveau des muscles lisses, mais on ne va pas retrouver myosine 1 au niveau des muscles. Donc, ça, c'est juste une différence rapide entre myosine 2 et myosine 1 sans entrer vraiment dans les détails. Donc, on dit la fibrine crée des arrangements très serrés de microfilaments qui ne permettent pas à la myosine 2 de s'y associer. On trouve notamment la fibrine à la base des microvillosités, mais c'est la véline qui la remplace dans les régions plus apicales. OK? Donc, ces deux protéines, voilà, vous voyez ici, organisation des microfilaments en faisceau parallèle. Donc, vous avez fibrine et véline. Et fibrine et véline. Et là, on vous dit que et on trouve notamment fibrine à la base des microvillosités, mais c'est la véline qui la remplace dans les régions apicales. Si on prend l'exemple de cellule épithéliale, par exemple, l'entérocyte, l'entérocyte a un pôle apical, l'entérocyte a un pôle basal. Donc, le pôle apical, c'est la partie de l'épaule de la cellule qui donne à la lumière intestinale. C'est-à-dire, lumière intestinale, c'est l'espace où les aliments passent, circulent d'un bout à un autre. Donc, c'est le pôle apical, mais en fait, le pôle basal, c'est ce pôle qui est en contact avec les tissus sous-jacents et le réseau sanguin. OK, donc on a deux images ici. On a deux types de faisceaux et de filaments d'actine. Donc, si on regarde bien en A, donc les filaments d'actine sont plus rapprochés. Donc, c'est plus serré. OK? C'est des réseaux parallèles, c'est des faisceaux parallèles de filaments d'actine, mais la différence, c'est que ces filaments sont liés et ces faisceaux parallèles, ces filaments d'actine parallèles sont liés et sont interconnectés grâce à la fibrine, mais la distance, les filaments sont très proches. Donc, on a un filament serré. Alors qu'en B, qu'est-ce qu'on a? C'est encore des filaments d'actine, mais cette fois-ci, les filaments parallèles sont liés, sont interconnectés grâce à l'actinine alpha. Et le fait qu'il y a beaucoup d'espace, donc c'est un filament, un réseau, un faisceau lâche. Donc vous avez d'un côté un faisceau qui est serré à gauche et à droite, vous avez un faisceau qui est lâche. Mais les deux, c'est des faisceaux avec des filaments parallèles. Donc les filaments sont interconnectés grâce à des protéines. Dans un cas, c'est fibrine, dans l'autre cas, c'est actinine alpha. OK? Et si on est dans actinine alpha, donc c'est qu'on est au niveau musculaire. Donc, fibrine, c'est les villosités et actinine alpha, c'est les muscles. Trois arrangements de filaments d'actine. Donc, nous gagnons les faisceaux parallèles. Donc, fibrine, nous avons des réseaux formant des mailles, c'est filamine. Et puis, vous avez des faisceaux contractiles, faisceaux encore contractiles. Donc, parallèle, c'est alpha-actinine. OK? Et puis, entre deux faisceaux, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, entre deux filaments d'actine, voici les filaments d'actine, OK, qui sont parallèles.
dès qu'on parle de faisceau, donc c'est filament d'actine parallèle. Donc, vous avez alpha-actinine qui relie les faisceaux, les filaments d'actine qui sont parallèles, mais entre les deux filaments d'actine, vous avez la myosine 2 qui c'est une protéine contractile et musculaire, donc protéine motrice musculaire, donc qui va se déplacer entre les deux filaments pour favoriser la contraction. OK? Donc, des molécules de myosine 1, je rappelle que myosine 1, c'est protéine motrice non musculaire, ancre ou encore fixe, si vous voulez, les microfilaments à la base, à la membrane plasmique sur les faces latérales de la microvillosité. Donc, on retrouve également la fibrine associée à une autre protéine, la véline. Les stéréocyles des cellules sensorielles oreilles internes possèdent une organisation comparable. Donc voilà, ici, qu'est-ce qu'on vous montre dans cette image? Cellules épithéliales et détails d'une de ces microvillosités. Voilà, donc on vous montre ici la microvillosité d'une cellule épithéliale ou encore l'organisation des microfilaments dans une microvillosité d'une cellule épithéliale. Eh bien, microvillosité, de qui ça nous est constitué? Nous est constitué d'un faisceau, est-ce que nous est bien? Il est constitué d'un faisceau parallèle de microfilaments d'actine, ok, avec extrémité positive qui est apicale et puis l'extrémité négative qui est basale. Maintenant, la membrane plasmique ici, ouais, voici la membrane plasmique. Voilà la membrane plasmique. Mais ce faisceau de microfilaments d'actine est fixé, est ancré sur la membrane plasmique grâce à quoi? Grâce à la myosine 1. OK, la myosine 1. Donc ici, cette molécule, est-ce qu'on identifie? Voilà, bras latéral, myosine 1 au calmoduline. OK, myosine 1. Et ensuite, les faisceaux latéraux de filaments sont liés entre eux par soit viline ou bien fibrine. OK, viline ou fibrine. Voilà, on retrouve également la fibrine associée à une autre protéine, la viline. Donc voilà, en quelque sorte, la structure, l'organisation des microfilaments dans une microvillosité d'une cellule épithéliale. Et puis ici, on a la filamine. La filamine relie des filaments d'actine dans un réseau 3D tridimensionnel doté des propriétés physiques d'un gel. OK, donc voilà, ici, on a les filaments d'actine. OK, et ensuite, vous avez en gris noir les molécules de filamine qui fixent et les filaments et une sur l'autre. OK, donc ça, ce qui donne un réseau tridimensionnel et dans quel organe on trouve ces structures. Qu'est-ce qu'on dit ici? En A, et filament, groupe de filaments d'actine reliés transversalement par la filamine sur la forme d'un réseau mécanique fort ou gel. Localisation lamellipode, pseudopode, membrane plasmique sous-jacente. OK? Membrane plasmique sous-jacente. Et on allait là, qu'est-ce qu'on montre ici? Donc ici, c'est les actines G qui a une forme ovoïde ou encore une forme arrondie. Et ici, cette flèche indique la polymérisation et cette flèche indique la dépolymérisation. Donc maintenant, voici le filament d'actine. Donc, c'est-à-dire que dans le filament d'actine, vous avez les molécules d'actine G qui sont associées en deux brins et qui entourent l'une sur l'autre. Oui, donc ça qui est dans la structure hélicoïdale. Donc, on dit actine F pour filament d'actine.
Et puis, voici ici un faisceau serré, ferme. OK? Donc, ce faisceau est assuré par des protéines de liaison à l'actine, qui c'est fibrine, véline et spine. Et puis ici, vous avez un faisceau contractile lâche. Donc, les filaments d'actine sont interconnectés par actinine alpha. Donc, on est ici au niveau des muscles. Ici, des, on est au niveau des microvillosités. Donc, ici, c'est filamine. Donc, on est au niveau de la membrane plasmique. On est au niveau de l'enveloppe nucléaire. OK, la filamine, donc réseau rigide, et puis ici réseau ramifié qui est assuré par ARP, actine release ou bien related protéine 2 ou 3. OK, maintenant le réseau spectrine actine, globule rouge, on retrouve ce réseau dans les globules rouges, qu'est-ce qu'on dit ici? La spectrine est une protéine hétérodimérique, c'est-à-dire c'est une protéine qui est constituée de deux sous-unités différentes. Donc, hétéro différent, dimérique 2. Donc, c'est une protéine qui est constituée, qui est formée de deux sous-unités différentes qui, associées à l'actine, forment le cytosquelette associé de façon non covalente à la face cytosolique de la membrane des hématies. Alors, la face cytosolique de la membrane, bon, ça nous connaît. Donc, la membrane plasmique a une face extracellulaire et une face cytosolique. Donc, la face qui donne au cytosol. Donc, maintenant, sur cette face, donc, vous avez un réseau spectrin actine, donc ok, qui maintient donc la membrane plasmique en place. Tout comme vous avez un réseau de filaments, de fibrine qui maintient l'enveloppe nucléaire en place. OK? Elle permet de maintenir l'intégrité structurelle de la membrane et la forme biconcave caractéristique des hématies. Parlons des myosines. Donc, les myosines sont responsables des mouvements possibles par les microfilaments d'actine dans les cellules musculaires et non musculaires. Donc, n'oubliez pas que les muscles donc, sont doués de mouvements et ces mouvements sont liés et sont responsables par les protéines motrices qu'on appelle myosines, ok? Que ce soit dans les muscles, que ce soit dans d'autres structures. Dans les muscles, on a surtout la myosine 2. Dans les autres structures, on a la myosine 1. OK, par exemple, dans les microvillosités, vous avez myosine 1, alors que myosine 2, c'est les muscles contractiles. Donc, les myosines sont responsables des mouvements rendus possibles par les microfilaments d'actine dans les cellules musculaires. Donc, on avait vu ici, voilà, donc vous avez dans ce faisceau contractile, vous avez une molécule de myosine 2 entre deux filaments d'actine, microfilaments d'actine. Donc, voilà, donc le mouvement des microfilaments d'actine donc, sera rendu possible grâce à cette molécule de myosine qui s'interpose entre les deux microfilaments d'actine. OK, elles ont en commun les caractéristiques suivantes et possèdent, OK, une myosine, un 4 ou deux myosines, deux têtes globulaires, activité antipasique en N-terminal, des sites de phosphorylation indispensables à leur activation, des sites de fixation à l'actine. Alors, on parle de myosine, OK? On parle de myosine. Et alors, on parle de myosine. Donc là, parlez-nous de caractéristiques ou encore de structure myosine, non? Il possède une tête globulaire, une ou deux têtes globulaires. Donc,
on trouve une tête globulaire dans myosine 1, on trouve deux têtes globulaires dans myosine et 2 à activité atéphasique en N-terminale, c'est-à-dire et cette tête-là a la capacité d'hydrolyser l'ATP pour libérer de l'énergie. Vous avez des sites de phosphorylation indispensables à leur activation, c'est-à-dire c'est des sites côté que et on peut ajouter, il peut un groupement phosphate capable d'ajouter des sites de fixation à l'actine, bon, évidemment, parce que si la myosine et la myosine, on avait vu tout à l'heure que une myosine, une molécule de myosine entre deux filaments d'actine et ils lient ensemble. Donc, si ils lient ensemble, c'est-à-dire qu'il y a, et voici les têtes, voyez les têtes et dont on parle ici, deux têtes, les deux têtes et les sites de fixation ici, voilà, les sites de fixation. OK, vous avez les sites de fixation. Donc maintenant, il faut qu'il y ait des sites de fixation et de reconnaissance aussi entre actine et myosine. Donc voici les deux têtes. OK, voici les deux têtes. Donc tête 1, tête 2. Et qu'est-ce qu'il y a encore dans myosine? Des sites de fixation à l'actine, une queue et ou tige courte ou longue. Donc en C-terminal. En C-terminal. Donc, ça, et C-terminal, donc je vous avais dit que les protéines ils possèdent deux extrémités, une extrémité N-terminale et une extrémité C-terminale. Donc, c'est de ça on parle ici. L'extrémité C-terminale, c'est cette extrémité qui est terminée par le groupement COOH. Voilà, et on s'arrête ici. OK, donc dans le prochain cours, donc on reprend avec ce slide. Donc pour continuer avec myosine 2 et contraction musculaire. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a dit, donc n'hésitez pas et de poser les questions dans la rubrique commentaires qui est en bas vidéo hein, sur chaîne YouTube. OK, bon visionnage à tout le monde. J'attends vos réactions.